Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier, je représente la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 14e conférence d'EC à la recyclerie. Tout d'abord, merci à tous, merci pour votre présence ce soir et merci surtout pour votre intérêt sur le sujet de l'économie circulaire. Ces conférences sur l'économie circulaire, elles sont là pour donner la parole à différents intervenants, et il y en a 4 par an. L'économie circulaire, c'est un sujet qui couvre de nombreux domaines. L'idée, c'est de concilier économie, écologie et impact social. Je pense que ces sujets sont au cœur de l'actualité. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut vraiment faire autrement. On ne va plus pouvoir consommer comme on fait aujourd'hui. Il va falloir repenser nos ressources. Et donc, le thème de la conférence de ce soir, c'est vraiment ressources mieux gérées au cœur de l'économie circulaire. Vous retrouverez le petit programme complet sur vos chaises et vous verrez que c'est pour l'année 2018, la 4e conférence. On a d'abord parlé de connexion au cœur de l'économie circulaire pour dire que voilà, il s'agit de mettre en lien tous les flux d'un territoire pour mutualiser ces flux et les optimiser. On va beaucoup parler d'optimisation, mais aussi de mettre en lien et de connecter les acteurs du territoire pour vraiment faire ensemble. Je pense que le mot ensemble, il est clé dans cette économie circulaire. Ensuite, la 2e conférence de l'année 2018, c'était sur l'alimentation, de dire que l'alimentation, c'est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre devant les bâtiments, devant le transport, on ne le sait pas assez, et que dans la manière de produire et de consommer, on peut vraiment impacter le climat, les ressources, l'environnement plus globalement. Ensuite, on a parlé de mode de vie durable. Donc là, il s'agissait de parler de production, de consommation et d'engager les citoyens consommateurs, mais d'engager aussi les entreprises productrices et les territoires pour développer cette économie. Et là, aujourd'hui, on a une espèce de conférence de synthèse pour repartir sur le thème des ressources et d'expliquer comment optimiser le sujet. Pour vous en parler, donc sur les premières conférences, on a eu une collectivité, la Ville de Paris, qui est venue nous en parler. Ensuite, on a donné la parole à une ONG qui nous a parlé d'alimentation. La dernière conférence, c'était une start-up. Donc l'idée, c'est aussi de montrer que tous ces acteurs s'organisent et mettent en commun leurs compétences. Ce soir, nous avons un philosophe. Et c'est Dominique Bourg qui nous fait l'honneur de sa présence. Dominique donc, est philosophe, il est aussi vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il est parrain de ce cycle de conférences. Et autant il intervenait dans des vidéos, on réduisait son impact carbone pour les 3 premières conférences. Et là, il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il est venu de Lausanne pour nous parler de ce sujet. Mais on a également d'autres partenaires. On a l'Institut national de l'économie circulaire. Donc le nom de l'Institut parle de lui-même. Et le cœur de son sujet, c'est vraiment déployer des solutions, partager des solutions, partager aussi le dialogue entre tous les acteurs pour déployer plus largement cette économie. C'est Emmanuel Moesch de l'Institut qui prendra la parole ce soir. On a un représentant de Veolia, comme je vous disais, Veolia, c'est un sujet qui est au cœur de nos solutions. L'idée, ce ne sera pas de faire la promotion de nos solutions, mais de vous expliquer du point de vue d'un industriel les enjeux technologiques, les enjeux économiques pour les territoires pour lesquels on travaille et ou pour les industriels quand on déploie ce type de solution. Et ce n'est pas simple. Je pense que vous n'avez pas de doute là-dessus, mais on vous expliquera comment on arrive à le faire, à dépasser les limites. On a aussi Julien Vidal, fondateur de l'initiative Ça commence par moi. Donc là, le propos, c'est aussi de dire, certes, les politiques publiques doivent se mettre en place, les acteurs, collectivités industrielles doivent se mobiliser, mais les citoyens, et vous êtes là ce soir avec nous, ont vraiment leur rôle à jouer. Et je pense que Julien va le démontrer très clairement à travers son initiative et ce qu'il pourra échanger avec vous ce soir. Ces conférences, on a souhaité confier l'animation à Climates. Donc c'est Anne-Sophie Lahaye qui est là ce soir avec nous, qui va animer cette conférence. Et les jeunes qui parlent aux jeunes, elle va vous dire 2 mots sur Climates, parce qu'on est vraiment très fiers de cette association et qu'ils soient associés à ces conférences, parce que la jeunesse se mobilise et porte haut et joyeusement ces sujets qui sont complexes. Juste avant de lui donner la parole, vous dire que cette conférence, elle va durer 1h15 à peu près. Après, le restaurant va devoir ouvrir. Et on va avoir de courtes interventions de nos intervenants, avec une prise de parole un peu plus longue de notre parrain. Donc une petite trentaine de minutes sur leurs interventions. Et ensuite, une large place laissée au débat. Donc merci de préparer dès à présent vos questions pour qu'on soit dans une bonne interactivité. C'est important. Voilà pour ce que j'avais à vous dire et je passe la parole à Anne-Sophie. Merci. Alors bonsoir à tous, merci déjà d'être venus aussi nombreux. Je me présente, donc je m'appelle Anne-Sophie, je suis membre de l'association Climates qui a le plaisir cette fois encore d'animer ces conférences sur l'économie circulaire organisées par Veolia. Pour vous présenter brièvement Climates, Climates c'est un réseau international de jeunes
engagés, mobilisés sur toutes les problématiques qui sont liées au changement climatique. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de travailler sur des actions, à mettre en place des solutions pour répondre à ces problématiques, tout en sensibilisant et en mobilisant les jeunes sur les enjeux actuels et les enjeux à venir. En fait, Climate peut se définir comme un laboratoire d'idées et d'actions. On a plusieurs volets d'action et de mobilisation. On travaille beaucoup sur la recherche. Donc on a différents projets. Ça va des migrations climatiques à la gestion des déchets, aux océans, à l'impact du changement climatique sur le genre, comment hommes et femmes sont impactés différemment par le changement climatique, surtout dans les pays en développement. Donc on travaille avec des instituts de recherche indépendants, on organise des conférences, on va même parfois sur le terrain. Notamment notre projet sur les migrations climatiques a tourné un documentaire au Bangladesh pour sensibiliser sur ces questions-là. Et on essaye aussi de réfléchir à la meilleure manière de se mobiliser auprès des instances gouvernementales et pour faire du plaidoyer. Donc on se rend aux négociations internationales et on essaye du mieux possible de porter la voix de la jeunesse au sein de ces négociations climatiques pour montrer que oui, les jeunes sont engagés et que la voix des jeunes compte et devrait être davantage entendue. Et on est aussi un laboratoire d'action parce que pour nous, l'éducation et la formation des jeunes, c'est très important et on essaye d'impliquer le plus possible les jeunes pour les entraîner à devenir de futurs acteurs du changement parce qu'on a tous la possibilité d'agir à notre niveau. Et du coup, pour ça, on passe beaucoup par des simulations. Donc, on organise des simulations de négociations climatiques, enfin des simulations de COP ou des simulations de crise climatique. Et donc, on apprend en fait aux jeunes à réfléchir ensemble et à trouver des solutions en collaborant. Donc voilà le périmètre un petit peu d'action de Climate. On est présent dans une trentaine de pays et on a 4 antennes locales au Mali, au Népal, en Indonésie et en Autriche. Et donc on fait en sorte de travailler tous ensemble et de trouver les meilleures solutions possibles en fonction des problématiques qui se posent notamment localement. Donc voilà, je voulais aussi vous parler d'un autre projet qu'on a lancé cette année et qui est très important et qui va être encore plus important ces prochaines semaines. Normalement, c'est vrai que nos projets ont une visée internationale, mais là, cette année, on a lancé un projet en France qui est un appel pour une constitution écologique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement envisage de réformer la Constitution et nous, on a pensé que c'était une super opportunité pour mettre le climat et la biodiversité dans notre article 1 de la Constitution. Donc on a lancé un appel il y a déjà 6 mois qui a été rejoint par pas mal d'ONG, de personnalités, d'experts, même d'entreprises et de médias, qui a été notamment signé par Dominique Bourg et Julien Vidal. Et donc, normalement, les débats sur la réforme constitutionnelle reprennent en janvier. Et donc, on pense que c'est très important de se mobiliser à ce moment-là pour qu'on ait une constitution qui protège efficacement le climat et la biodiversité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez signer l'appel sur notreconstitutionécologique.org. Voilà. Avant de commencer cette conférence sur les ressources mieux gérées au sein de l'économie circulaire, je vais vous demander une petite participation. Vous avez normalement chacun sur votre chaise un post-it. Et donc, je vais vous demander d'écrire un mot-clé en majuscule, en gros et assez lisible. Donc ça peut être un mot, une idée, un exemple qui vous fait penser au thème de la conférence du jour. Donc la gestion des ressources au cœur de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire en un mot? Est-ce que vous avez des exemples, des idées, des mots-clés, etc. Et on va pouvoir ensuite ramasser tous les post-it et les rassembler en nuages d'idées. Et du coup, inviter les speakers d'aujourd'hui à rebondir sur vos idées. Donc voilà, je vous laisse chacun écrire un mot pendant qu'on accueille notre interlude musical, notre chanteur qui est certes Mathurin. Oh, ça va tout le monde? Ok, cool.
J'aime bien, ça fait la troisième fois qu'on m'invite à venir introduire la conférence. Il y a plusieurs manières d'agir sur l'environnement. Moi, je suis d'origine haïtienne et je suis président d'une association qui s'appelle Stop Fatra en Haïti. Ça veut dire stop aux déchets, parce que les déchets en Haïti, c'est un très, très, très gros problème. Et je suis français, et en France, j'ai plusieurs manières d'agir, entre guillemets. Et l'une des celles que j'utilise le plus, c'est la scène. Je suis un artiste, je suis humoriste et slameur. Et pour commencer cette petite conférence, je vous propose de commencer par un peu de poésie, si vous voulez bien. Je vais vous faire deux petits textes, un qui s'appelle Amour et l'autre qui s'appelle Madame la Terre. Si j'arrive à faire tenir ce truc. Ok. Ce texte, je l'ai écrit, j'ai fait du marketing pendant 5 ans dans une grosse entreprise. Un jour, je me suis réveillé, j'ai fait « Ouh là là, c'est pas ce que j'ai envie de faire ». Et je l'ai écrit à la suite de ça, parce que je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. En fait, j'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Et je continuerai jusqu'au bout car c'est ma seule et unique résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre, quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Si ça paraît utopique, c'est qu'on n'a pas essayé. On est sur Terre pour s'aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes trahir juste pour devenir roi. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr sans se rappeler de la raison. Je ne connais pas mon avenir et je vais oublier mon passé. Je fais en sorte que mon présent honore ma destinée. Je viens d'un pays où je vois la misère tous les jours. J'espère que le chronomètre de l'espoir a commencé son compte à rebours. Parfois, je fais du stand-up, parfois j'écris des chansons. On me demande de choisir, je ne comprends même pas la question. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Fils, tu sais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous, les humains, qui nous la compliquons. » Je vous balance ce texte sans pression parce qu'il vient de mon cœur. Sur Terre pour kiffer et trouver mon âme sœur. J'ai un fait pour les blondes, mais j'aime aussi les brunes. J'avoue que je suis romantique, j'aime écrire sous la lune. Rien à faire de la thune, j'ai grandi sans oseille. Et tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Forcément, j'ai grandi, donc forcément, j'ai moins de potes. Mais les vrais sont restés, ils sont mes antidotes. Public, ce soir, je vous souhaite à tous Carpe diem, Mashallah, Namasté. Autre message positif. Cette vie est belle, insensée, mais qu'est-ce qu'elle est jouissive. Ce qui m'attend demain, j'en ai aucune idée. Et c'est tellement incertain que je préfère pas y penser. Bienvenue dans mon monde qui peut sembler bordélique. Certains diront qu'il est triste, d'autres qu'il est artistique. Et avant de partir, je vais vous donner mon secret pour être toujours heureux. J'aime les gens comme ils sont, parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Merci. Pour écrire mes textes, j'aime beaucoup être dans la nature, dans la forêt précisément. La montagne, c'est pas trop mon truc, je ne vous cache pas. Donc souvent, je vais dans la forêt. Et un jour, je me suis endormi dans une forêt où mes parents ils habitent. Je vous laisse rendre les mots. Et j'ai écrit un texte, en fait, je me rendais compte autour de moi que l'environnement partait en live. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Madame la Terre. C'est une lettre que j'ai écrite à la Terre pour nous tous. Cette lettre, elle est pour toi, Madame la Terre. Je m'excuse au nom de tous mes frères, car on ne te respecte pas, Madame la Terre. Ni ta grandeur, ni tes mystères. Tu sais, on est conscient, Madame la Terre, que nos actions sont suicidaires. Mais nous sommes comme ça, Madame la Terre. Et ça depuis des millénaires. Pourtant, ce monde est tien, Madame la Terre. Et nous ne sommes que des locataires, des actionnaires de ta matière dont tu restes la propriétaire. J'avoue, j'ai un peu peur, Madame la Terre, que ne se réveille ta colère. Car quelque part, Madame la Terre, on est un peu tes adversaires. Mais je te connais, Madame la Terre. Jamais tu ne te remettras en guerre contre des enfants dont tu restes fier. Le pire, c'est qu'on le sait, Madame la Terre. Je crois que nous sommes bipolaires. Dans notre combat pour l'univers, on a choisi le billet vert. Mais ne t'inquiète pas, Madame la Terre. Il reste quelques révolutionnaires, des protecteurs de ta biosphère, prêts à se battre contre Gulliver. Et on y arrivera, Madame la Terre.
à te respecter comme une mère. De toute façon, tu as gagné, Madame la Terre. Car que nous soyons nomades ou sédentaires, ouvriers ou notaires, peureux ou téméraires, tu nous retrouveras, Madame la Terre, quand on redeviendra poussière. Tu nous retrouveras, Madame la Terre, quand on redeviendra poussière. Merci et réfléchissons ensemble. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup, certes. Alors, en attendant qu'on finisse de ramasser les post-it, on va pouvoir accueillir notre premier intervenant, qui est Dominique Bourg, qui est donc philosophe et qui a travaillé à la Fondation pour la Nature et l'Homme et qui va nous parler des enjeux de la gestion des ressources, qui va nous parler aussi de limites planétaires, pourquoi c'est important, et qui va pouvoir commencer à nous présenter des solutions et des perspectives d'avenir. Je passe la parole à Dominique. Merci Anne-Sophie. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est plus techno que ce que vient de vous dire certes Mathurin, mais gardez en vous ce qu'il a ouvert, c'est important pour le comprendre. Là, vous avez une série de graphes qui sont bien connus. La première fois, ils apparaissent, c'est dans les années 90, c'est le centre de recherche de Stockholm qui les produit. Vous avez la population mondiale, le PIB, et puis finalement un certain nombre d'activités, et puis en fait les dégradations qu'elles occasionnent. Mais je pense que vous avez très bien compris que ça ne peut pas continuer indéfiniment. Les arbres ne montent pas au ciel et les courbes non plus. Alors ces courbes, elles cachent beaucoup de choses, parce que évidemment le citoyen final, il y est pour quelque chose. Si je mange beaucoup de viande, si je vais tous les week-ends à Barcelone, je contribue à faire prendre l'ascenseur aux courbes, mais il y a aussi les grands groupes qui ont leur importance, les États, le système économique dans lequel on est, et puis évidemment derrière tout ça, il y a des inégalités qui sont immenses. Vous le savez, 10% de la population mondiale émet 50% des gaz à effet de serre, et l'inverse, 50% n'émet que 10%. Donc ayez aussi ça en tête, c'est à tous ces plans-là, à tous ces niveaux, qu'il faudrait tenter de changer les choses. Alors, en fait, l'économie circulaire, c'est la volonté de réagir à ces courbes et de les faire redescendre. Si elle ne le fait pas, elle n'a aucun intérêt. Et pour ce faire, elle est confrontée à 3 contraintes. Évidemment, je vais y revenir, les limites planétaires avec au premier chef le climat et le vivant. Ce sont 2 sur 9 limites, mais en fait, si une de ces seules limites est franchie, c'est l'ensemble du système Terre qui commence à basculer. On a aussi effectivement la question de la déplétion des ressources. On est sur un système fini. Si on consomme énormément, eh bien évidemment, on épuise nos ressources. Puis derrière, c'est un petit peu barbare, mais en fait, c'est simplement pour vous sensibiliser à ce fait-là. Il y a une quarantaine d'années, quand on investissait un baril de pétrole, on en récupérait 100. Aujourd'hui, pour le pétrole conventionnel, et pas pour l'autre, eh bien quand j'investis un baril, je n'en récupère plus que 20. Et si je vais regarder du côté des sables bitumineux, etc., j'investis un baril, j'en récupère au mieux 3 ou 4. Et donc il y a une descente de ce taux de retour sur énergie qui est aussi une menace importante pour nous. Et même si ça alimente le climat, c'est compliqué. Si on a moins d'énergie, il est difficile aussi de s'adapter. C'est un paradoxe, mais on pourrait revenir dans les questions. Alors, très rapidement sur le climat, c'est juste pour vous rappeler ça. S'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, je ne peux même pas parler des 1,5 degrés, mais au moins des 2 degrés, c'est que si on dépasse la barre des 2 degrés, eh bien on sort d'un tunnel de variation des températures qui a prévalu depuis le début du Quaternaire, il y a 2 600 000 ans. Si vous voulez, on a cessé d'alterner entre des cycles glaciaires plus longs de 80 000 ans et des interglaciaires plus courts de 20 000 ans. Quand on rentrait dans un interglaciaire, l'essentiel du vivant se réfugiait entre les tropiques. Et donc, il est habitué à un tunnel de variation qui ne dépasse pas plus de 2 degrés par rapport à la moyenne planétaire qu'on avait à la fin du siècle. Sur le vivant, vous le savez, il suffit simplement de se souvenir de ce qui se passe pour les insectes volants. On est un peu comme dans le cas, si on voulait prendre l'image de l'industrie nucléaire, ce qui se passe sur le vivant, c'est déjà un peu une fusion du cœur. Alors, je vais aller très vite. Là, vous avez les fameuses limites planétaires. Si on les regroupe, parce que parfois, il y en a 2 qui sont ensemble, si on les regroupe, il y en a 9. Et sur les 9, il y en a 4. 4 qu'on a dépassés. Et il y en a 2 qu'on va dépasser d'ici à 2050, l'acidification des océans et l'usage de l'eau. Donc on vit vraiment à crédit, ça c'est très important à comprendre. Alors, en fait, l'objectif d'une économie circulaire, vous l'avez vu avec ces courbes, c'est de les faire redescendre.
Et donc vous comprenez bien que s'il faut les faire redescendre, ce n'est pas qu'une question technique, l'économie circulaire. C'est aussi une question de comportement, et ça va jusqu'à un encadrement démocratique nouveau. Alors, simplement, pour vous rappeler une chose, eh bien, on a un problème de vivant, on a un problème de climat, mais aussi on a un problème de matériaux. La consommation de matière au monde, elle explose. Derrière les consommations de chaque Français, il y a, si vous regardez ce qu'on a dû excaver, il y a 15 tonnes derrière. Chacun de nous est responsable par an d'une excavation de 15 tonnes. Donc il y a une soif de métaux qui est vraiment extrêmement importante. Alors, en fait, effectivement, le principe d'une économie circulaire, moi je dirais même permacirculaire, c'est de revenir à une empreinte globale d'une planète, qu'on ne consomme pas, qu'on ne sollicite pas plus la planète que ce qu'elle peut encaisser. On en est loin. En Europe, on est à 3 planètes 5, aux États-Unis à 5 planètes. Et donc pour ce coup, on peut distinguer deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui qu'on pratique aujourd'hui. Il reste en fait à l'échelle des entreprises ou à l'échelle des biens produits. Mais si vous produisez un bien avec moins de matière et moins d'énergie, vous le savez, son accès sur le marché est plus bas, on l'achète plus et donc les flux globaux augmentent. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'économie authentiquement circulaire. Et là, si on ne redescend pas en dessous d'un taux d'augmentation de consommation, par exemple, de tel métal, de 1%, ce qu'on va recycler ne sert à rien. N'oubliez pas qu'avec un taux de 3%, en 19 ans, vous avez doublé la quantité initiale. Donc on ne recycle jamais tout. Et quand on recycle, on réintroduit 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ce qui a été introduit dans le système économique, on finit par le réintroduire. Mais si on a un taux de croissance qui est très fort et linéaire, ce que je réintroduis 20, 30 ans ou 40 ans, ou même parfois 10 ans après, ce n'est qu'une toute petite partie. Donc en fait, ça ne me permet pas d'épargner la ressource. Si vous regardez l'acier au XXe siècle, tout le recyclage qu'on a pu faire, ça n'a fait qu'économiser que 5% de la matière première consommée durant le XXe siècle. Et puis évidemment, le troisième niveau qui serait beaucoup plus exigeant, eh bien, c'est le fait de revenir à une empreinte d'une seule planète à l'échelle globale. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un an, ça se ferait en quelques décennies. Et ça, c'est vraiment l'impératif d'une économie circulaire, voire permacirculaire. Et pour ce faire, effectivement, eh bien, c'est sur tous les plans qu'on doit agir, de l'individu, entreprise, bien sûr, mais aussi de façon plus générale, le cadre politique, voire même le sens qu'on donne d'une certaine manière à nos existences. On est parti sur un paradigme très mécaniste, en nous plaçant en dehors de la nature, et je vais terminer là-dessus, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est revenir sur Terre. Darwin nous a ramenés sur Terre, mais l'industrie, nos consommations ne sont pas encore revenues sur Terre. On continue à détruire le vivant auquel on appartient. Et l'objectif de l'économie circulaire, c'est changer nos économies, changer nos systèmes démocratiques pour revenir à l'intérieur des limites propres au vivant. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Juste une dernière petite chose pour conclure. Je vais vous demander de choisir un mot qui est parmi tous ces post-it qui vous semble important ou qui pourrait un petit peu résumer ce que signifie pour vous la gestion des ressources et d'expliquer pourquoi. Donc en fait, dans les nuages d'idées, on a collecte, on a valorisation, on a entraide, équilibre, surproduction, révolution, vivant, agriculture responsable, bien commun, profit. Je mettrais en premier démocratie, débat, etc. Tout simplement parce qu'une société qu'on peut écologiser, on ne va pas l'écologiser contre les citoyens. On ne va pas demander aux plus pauvres de faire un effort qu'ils ne sont pas capables de faire. Il faut qu'il y ait une solidarité, et il faut qu'il y ait une information partagée et une certaine forme de solidarité et de conscience. Sans ça, on n'y arrive pas. Donc effectivement, le cœur est démocratique, à condition qu'on entende par la démocratie, pas simplement des représentants, c'est important la représentation, mais c'est tout le monde qui doit entrer dans la danse. Merci beaucoup.
Alors, on va accueillir notre deuxième intervenante qui est Amélie Rouvin et qui est responsable de l'économie circulaire au sein de Veolia et qui va nous parler justement des solutions qui peuvent être déployées sur la gestion des ressources, quels sont les freins, mais quelles peuvent être aussi les opportunités de l'économie circulaire. Alors, je lui passe la parole tout de suite. Bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous apporter le témoignage, le point de vue d'un acteur économique, sachant que, comme Dominique l'a dit, chaque acteur a un rôle à jouer et c'est vraiment par la coopération entre tous les acteurs qu'on pourra transformer le modèle économique vers plus de création de valeur environnementale d'un point de vue de la ressource et également sociale. Alors chez Veolia, on noue des partenariats avec des startups, avec les industriels, avec des collectivités, avec les associations. Et ces dernières années, on observe une transformation de nos métiers. On est passé d'un acteur de la valorisation des déchets à un acteur de producteur de matières premières secondaires, comme on dit, donc de matières recyclées. On est passé dans la gestion de la ressource, dans la gestion optimisée de la ressource. Mais d'ailleurs, ce n'est pas un sujet que déchets, et on le voit dans nos activités, puisqu'on a également l'eau et l'énergie, et il y a des synergies entre ces trois activités, eau, énergie, déchets. Par exemple, quand on fournit l'eau potable aux villes, une fois que l'eau est consommée, ça part dans les eaux usées qui sont traitées, et en sortie des stations d'épuration, les boues générées contiennent des bactéries qui dégagent de la chaleur. On récupère cette chaleur pour réalimenter les collectivités en énergie renouvelable, donc dans une boucle locale et courte d'économie circulaire. Mais la finalité, comme Dominique l'a dit, c'est de réduire la consommation de ressources. Il n'y a pas d'autre enjeu que celui-ci. Vraiment, le but ultime, c'est de réduire la consommation. Comment ? En entrant dans l'économie de la ressource, en optimisant, en maximisant l'usage qui en est fait. Pour ça, il y a 7 piliers de principes de l'économie circulaire qui sont représentés sur ce schéma de l'ADEME. Comme disent les Anglais, c'est « do more with less », créer plus de valeur avec moins de ressources. L'enjeu pour des industriels comme nous, c'est de réussir à trouver des débouchés pour nos matières recyclées qui soient à un prix compétitif par rapport aux matières vierges. Et pour ça, on a besoin qu'il y ait de la demande. On a besoin que les industries tirent vers le haut et soient plus demandeurs en fait, de matières recyclées. Pour ça, il faut qu'il y ait le signal prix. Il faut qu'économiquement, ce soit avantageux. Donc il y a tout un système économique à créer pour favoriser ces axes-là. On le voit, le gouvernement a pris des engagements très ambitieux avec un objectif de 100% de recyclage sur les plastiques. Les entreprises s'engagent, on travaille avec Danone, avec Tetra Pak, avec Unilever, pour augmenter le taux de matières recyclées dans les produits, dans les emballages. En fait, on ne le sait pas forcément, mais ce sont des métiers qui sont très techniques, qui nécessitent de fortes compétences. On voit l'arrivée de nouveaux déchets constamment. On vient de créer la première usine de recyclage des panneaux photovoltaïques, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône. On valorise 95% des matières, donc c'est principalement de l'aluminium, du cuivre, du verre. Et en fait, ça est rendu possible grâce, en France, au mécanisme qu'on a de responsabilité élargie du producteur. Le principe, c'est que chaque entreprise qui émet sur le marché un bien doit s'assurer du traitement et de la valorisation de ce produit une fois qu'il est arrivé en fin de vie. Grâce à ça et grâce aux écosystèmes qu'on a en France, il y en a de nombreux, plus d'une vingtaine, qui se sont créés sur des matériaux très spécifiques. Il y a un écosystème spécifiquement sur les panneaux solaires qui est créé. Grâce à ça, ça permet de créer une filière. Voilà. Et de trouver des débouchés et la rentabilité économique. Ça, c'est un élément clé. On investit beaucoup dans les nouvelles technologies et notamment récemment dans l'intelligence artificielle. On cherche constamment à améliorer la performance de nos installations, du tri, du recyclage, parce que
il n'y a pas de recyclage sans tri, il n'y a pas de recyclage sans collecte. Et le geste que chacun en fait de mettre dans la poubelle jaune est extrêmement important, mais il n'est pas suffisant. Chaque maillon de la chaîne a vraiment son importance. Donc nous, en tant que maillon de la chaîne, on s'assure d'optimiser le recyclage. Et donc on a mis en place un robot d'intelligence artificielle qui est capable d'effectuer plus de 3000 gestes à l'heure, de gestes de tri. On l'a en test sur la halle de recherche et innovation à Mantes-la-Ville et également en test sur une unité opérationnelle, un centre de tri qui se trouve à Amiens, sur une application spécifique de contrôle des cartons. Et le principe, c'est un œil qui est équipé d'une caméra optique, en fait, associé avec un bras articulé, le tout piloté par une intelligence artificielle, par un cerveau, c'est-à-dire qu'il apprend en permanence. Voilà. Donc ces nouvelles technologies, l'arrivée du big data, du digital, non seulement révolutionne la société, la manière de consommer, on a tout accessible sur le téléphone, mais également transforme les solutions qu'on peut proposer. Avant le recyclage, je vais faire en fait... je reprends l'inverse du schéma, mais avant le recyclage, comme l'a mentionné Dominique, la première étape, c'est tout ce qui permet de conserver de la valeur au maximum. Donc ce sont les activités de réparation, de réemploi, de réutilisation. Ces activités-là, avec le recyclage, on estime qu'on peut créer plus de 200 000 emplois en 10 ans, mais surtout ce sont des emplois locaux et non délocalisables. Un exemple, on a voulu soutenir une start-up qui s'est créée en 2016 qui s'appelle ecomery.fr. Donc on est le partenaire principal. C'est un entrepreneur de Dunkerque qui a lancé cette plateforme dont le but c'est de proposer gratuitement aux habitants de mettre des annonces pour vendre ou pour donner leurs objets plutôt que de les apporter à la déchetterie. Grâce au principe de géolocalisation, les voisins peuvent venir les récupérer ou les acheter. Donc ça crée en plus du lien social et c'est personnalisable pour chaque collectivité en fonction de son territoire. Et les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent plugger sur cette plateforme également leur stock. Donc c'est vraiment là un exemple de partenariat gagnant-gagnant puisqu'on... Nous, on le propose dans les appels d'offres qu'on a avec les collectivités, dans le cadre, par exemple, de déchetterie ou de propreté ou de collecte. Donc, ça donne une belle visibilité pour cette plateforme. Mon temps est terminé, donc je ne vais pas avoir le temps, mais on en a parlé déjà dans des précédentes conférences avec des exemples très spécifiques sur l'écologie industrielle, sur l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception. Elles sont disponibles sur le site de la Fondation, donc vous pouvez les retrouver avec des articles résumés des conférences. Mais pour terminer, je voudrais revenir sur un élément qui nous paraît clé ici, et cette conférence le prouve, c'est vraiment la coopération entre tous les acteurs, entre l'État, entre les collectivités, entre les entreprises, que ce soit des grands groupes ou des start-up, avec les citoyens. Et c'est vraiment par cette coopération qu'on arrivera à transformer le modèle économique vers un modèle qui est plus vertueux du point de vue des ressources et aussi plus inclusif, puisque l'aspect social est primordial et intrinsèquement lié à ces sujets. Merci. Merci beaucoup Amélie. Du coup, je ne vais pas te demander de rebondir sur un post-it puisque tu viens de citer collaboration et on avait déjà entraide, on avait déjà des mots comme ça, sauf si tu avais quelque chose à rajouter. Alors, entraide, en fait tous les mots sont intéressants, on pourrait rebondir dessus, mais alors entraide, pourquoi ? On a un petit coup de cœur avec entraide parce qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Entraide, l'autre loin de la jungle, qui a remporté le prix du livre qui est récompensé par la Fondation Veolia. Et vraiment, ce livre est passionnant parce que contrairement à ce qui nous a été dit, la loi de la jungle n'est pas la seule loi qui prime. La concurrence, en fait, n'est pas uniquement le fait de l'espèce humaine ou des espèces végétales. Et en fait, les auteurs démontrent que les espèces animales, végétales,
sont en coopération, en entraide, et sur le principe de notre société en miroir. C'est un bouquin qui est passionnant. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Muesch, qui va justement continuer cette discussion sur la collaboration entre les acteurs et qui va aussi nous parler du cadre politique et réglementaire. Bonsoir à tous. Donc, en effet, je vais vous parler du cadre politique. Alors, pour rappel, donc, l'Institut, nous avons en notre sein à la fois des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs de la recherche. Donc, on a un point de vue qui croise un peu tous ces regards. Alors voilà, pour parler des politiques de l'économie circulaire, vous avez peut-être entendu parler de la feuille de route économie circulaire en France ou du paquet européen économie circulaire, les deux qui ont été adoptés en 2018. Et en fait, ces grands plans, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, il y a plusieurs axes de politique publique. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors, parmi les choses que peuvent faire les politiques publiques, est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu le slide ? Donc, parmi les choses que peuvent faire les pouvoirs publics, il y a par exemple les réglementations. On peut agir au travers de lois. Alors, un exemple, c'est l'interdiction de certains produits. En ce moment, au niveau européen, il y a des discussions pour interdire la mise en marché de certains produits plastiques à usage unique, par exemple les pailles ou les couverts en plastique, qui n'ont pas du tout une bonne efficience et qui sont assez mal collectés et recyclés. Un deuxième exemple aussi, dans l'organisation des acteurs économiques, en France, il y a une loi sur le gaspillage alimentaire qui oblige les grandes surfaces et les moyennes surfaces à avoir une convention avec des associations à qui elles peuvent donner leurs invendus alimentaires au lieu de les jeter. Et enfin, un autre exemple, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce qu'Amélie en a déjà parlé, mais en France et en Europe, il y a certaines filières qui ont cette obligation de s'organiser pour que les producteurs soient responsables de la fin de vie de leurs produits. C'est le cas pour les objets électroniques, la filière textile, etc. Je crois qu'on prendra les questions après parce que j'ai que 5 minutes. Merci. Alors, une deuxième axe d'action, c'est la fiscalité incitative. Donc, les taxes et les impôts ne servent pas que à financer l'État, ils peuvent aussi orienter le marché vers certains développements. Donc, notamment en France, il est prévu qu'à partir de 2020, il y ait une augmentation de la taxe sur la mise en décharge. Le but, c'est que ce soit moins intéressant économiquement de mettre des déchets en décharge et donc comparativement plus intéressant plutôt de les réutiliser ou de les recycler. Un autre exemple, c'est la tarification incitative sur les déchets qui là peut tous nous toucher. Il s'agit de faire payer aux ménages, de faire payer aux citoyens une taxe sur leurs déchets qui n'est pas la même pour tout le monde, mais qui dépend du volume de déchets que l'on produit chaque année. Oh, pardon, je passe en même temps. Donc, on n'en a pas oublié du coup ? Non, c'est bon. Alors, une autre axe de politique publique, c'est l'accompagnement. L'État peut accompagner le développement de certaines initiatives. Un exemple de ça, c'est par exemple le développement du programme national de synergie inter-entreprise. Donc, c'est un programme qui a été financé par l'ADEME et qui visait à développer sur les territoires des synergies entre les entreprises, donc faire que les entreprises se rencontrent et que les déchets des uns puissent devenir les matières premières des autres ou qu'elles puissent mutualiser des transports, des espaces de stockage, etc. Un autre exemple, c'est les engagements pour la croissance verte. Ça, c'est un type d'accord entre l'État et un consortium en général d'entreprises privées pour mettre en place des filières innovantes. Il y a pu en avoir sur le recyclage des textiles, sur le biocarburant. Et donc là, il n'y a pas d'aide financière, il s'agit simplement de les accompagner et d'essayer ensemble de naviguer notamment tous les permis administratifs qui peuvent être nécessaires pour ces innovations. Alors, enfin, là, c'était quelques exemples de politiques publiques qu'on peut avoir. J'aimerais insister sur le fait que ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait un bon pilotage. C'est-à-dire qu'il faut savoir où on va. Un peu comme si on était dans un bateau ou dans un vaisseau spatial, selon votre imaginaire. Il faut bien connaître ses ressources, il faut bien connaître ses réserves, savoir ce que l'on a, ce que l'on consomme et qui s'épuise rapidement, ce que l'on est capable de produire.
Il faut aussi bien connaître son équipage. Donc là, ce serait la société civile et le monde économique. Comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire évoluer, de faire changer, comment on peut les motiver. Il y a aussi, bien sûr, les techniques. Il faut bien connaître les machines et les outils qu'on a, savoir comment on peut les faire évoluer pour que ce soit de plus en plus efficient. Donc, au-delà des actions, on va dire les one-shots qu'on peut voir que l'État peut faire, c'est toujours intéressant de voir sur quoi ils se sont basés, de voir est-ce qu'il y a une stratégie globale, est-ce qu'on voit où on va, comment on pilote cet ensemble. Et donc voilà, c'est toujours très intéressant de s'intéresser, de voir est-ce qu'il y a bien des concertations, est-ce qu'on prend en compte tous les secteurs économiques, est-ce qu'il y a suffisamment de recherche aussi qui est fait pour qu'on connaisse bien nos ressources, pour qu'on connaisse bien les technologies. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tenu mes 5 minutes. Merci beaucoup. Et du coup, même petite question, quel mot tu choisirais parmi toutes ces idées pour illustrer ce qui est pour toi la gestion des ressources? Alors, je vais choisir le mot équilibre, parce que pour moi, c'est un petit peu ça, l'économie circulaire, c'est toujours trouver l'équilibre. C'est rarement un choix facile entre qu'est-ce qui est écologique et qu'est-ce qui n'est pas écologique. Il faut aussi voir sur du long terme et du court terme. Par exemple, si on veut revaloriser de la matière organique sur le sol, issue de déchets, sur le long terme, il faut qu'on valorise le maximum de ressources possibles, mais sur le court terme, il y a toujours des risques qu'il faut maîtriser quand on revalorise des déchets, des risques de pollution immédiate. Donc c'est toujours le bon équilibre à trouver entre sur le long terme, comment on a un développement durable, comment on a un bon équilibre, et sur le court terme, comment on se protège de pollution, de contamination immédiate. Parfait, merci beaucoup. Alors, après avoir parlé justement des actions des entreprises, du cadre politique et réglementaire, maintenant on va parler de ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens, parce que je pense que c'est la question qui nous intéresse ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Et pour ça, c'est Julien Vidal qui va nous parler de Ça commence par moi et de tout ce qu'on peut mettre en place dès maintenant à notre petite échelle de citoyens. Merci. Pourquoi à chaque fois qu'on présente le citoyen, c'est la petite échelle, c'est les petits gestes, c'est toujours petit? C'est bizarre, hein? Je ne sais pas. Ce week-end, je suis allé voir mon frère, il vit à Annecy. J'y suis allé en train, hein, je vous rassure. Et le premier truc qu'il me dit, c'est « Hey, regarde, je me suis acheté un nouvel aspirateur. » Et il était trop content. Il s'était acheté un nouvel aspirateur et du coup, il s'est acheté un aspirateur... comment c'est la marque des aspirateurs hyper innovants là, Dyson. Il s'est acheté ça. Et du coup, je lui dis, t'as fait quoi de ton ancien aspirateur? Et il me dit, bah, je l'ai jeté à la poubelle. Et pour lui, c'était évident, en fait, de jeter son aspirateur à la poubelle. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il avait, ton aspirateur? Il me dit, j'en sais rien, il ne marchait plus. Vous voyez l'idée, hein? Ça m'a fait réfléchir. Et en plus, il était très content, non seulement d'avoir changé son vieil aspirateur et d'en avoir acheté un nouveau qui valait plusieurs centaines d'euros. Ça m'a fait réfléchir. Bref, je ne suis pas là pour vous parler d'aspirateur, mais je voulais vous partager cette anecdote qui était effectivement, à mon avis, qui illustrait parfaitement ce dont on est en train de parler ce soir. Moi, j'ai lancé un programme, une démarche, un mouvement, je ne sais pas comment on appelle ça, ça commence par moi, parce que j'ai eu l'occasion de me sevrer de notre vie occidentale pendant de longues années, en vivant notamment en Colombie et aux Philippines, à chaque fois dans les bidonvilles, pendant 5 ans. Et en rentrant en France, j'ai été assez subjugué après ces 5 ans de sobriété obligatoire à vivre dans les bidonvilles avec 200 € par mois. J'étais assez subjugué du gras que nous avons, nous, Français, à quel point nos placards sont remplis, à quel point nos voitures sont grosses et neuves, à quel point nous avons des centaines d'objets chez nous qui prennent la poussière et dont parfois nous oublions même l'existence. Et je me suis dit, et si finalement on pouvait vivre autrement? Et si on n'était pas obligé de mettre notre vie et de la mesurer, en tout cas de mesurer son succès par l'accumulation d'objets, par peut-être une hiérarchie professionnelle particulièrement élevée. Bref, j'ai testé et adopté dans mon quotidien 365 actions citoyennes, et c'est le moment où je me retrouve vers le seuil, mais je peux le faire comme ça en fait. Ce dont je me suis rendu compte, c'est à quel point nous, citoyens, nous avions bien plus qu'un petit impact. Oui, notre quotidien est pétri de centaines de petites habitudes. Mais toutes ces petites habitudes, quand elles sont répétées, cumulées
Et surtout quand nous, citoyens, on les met en place de manière collective, là, c'est pas rien. J'avais en tête naïvement au tout début cette idée de facteur 4, qui aujourd'hui est d'ailleurs plutôt un facteur 5, des tonnes de CO2 qu'il faudrait que nous, Français, nous arrivions à émettre chaque année pour arriver à vivre de manière durable sur cette planète. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de facteur 4. Oui, hein? Il me reste encore 5 minutes. Waouh, j'ai plein de temps. Ah, c'est incroyable, tiens. J'ai encore plein de ressources. Donc du coup, vous avez entendu parler de ce facteur 4, 5, ça vous dit quelque chose? L'idée était de faire en sorte que nous, Français, nous vivions en dessous des 2 tonnes de CO2 et en fait que même on le développe au monde occidentalisé pour réussir, et ça c'est Dominique qui nous en parlait tout à l'heure, à descendre de cette barre de ces 3 planètes. Puisque vous le savez, aujourd'hui, si toute l'humanité vivait comme des Français, on aurait besoin de 3 planètes. On est d'accord, hein? On n'est pas loin des 2 planètes actuellement. Notre jour du dépassement était pas tous en même temps, le 1er août. C'était tout début du mois d'août. On l'a vu passer, aujourd'hui, ça fait les gros titres des journaux. Et moi, je me suis posé la question, aujourd'hui, en tant qu'un Français moyen, juste après être rentré de ce sevrage de biens matériels, la première chose que j'ai faite, c'est d'y replonger tête la première. Et d'avoir un nouvel appartement et de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter, comment je vais pouvoir remplir mon placard, comment je vais pouvoir remplir ma vie. Et très vite, je me suis dit, tiens, et si plutôt que de remplir et de faire tout comme avant, je profitais de cet œil neuf pour essayer d'ausculter, d'enquêter, de questionner chacune de mes anciennes habitudes pour voir si finalement je ne trouverais pas des alternatives plus éco-citoyennes pour chacune des facettes de ma vie. Incroyable, en 365 actions, 1 an plus tard, je me suis rendu compte qu'à mon humble échelle, j'avais réussi à passer mon empreinte carbone de 10 tonnes en moyenne pour un Français à 2 tonnes. C'est un calcul qu'on peut faire sur Footprint Calculator, qui est mis en avant par le Global Footprint Network, qui est une ONG américaine, qui est à l'origine du fameux jour du dépassement. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait un problème chez nous avec ma copine, c'était qu'on ne descendait pas suffisamment de nos poubelles. On a une poubelle de 20 litres pour les déchets ménagers. Imaginez, cette poubelle, on la descend moins d'1 fois par mois. Un Français, en moyenne, produit plus de 500 kilos de déchets par an. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on ne descend pas suffisamment notre poubelle. Et pourtant, je ne suis pas un fan du zéro déchet. Vous voyez, je ne me balade pas avec mon bocal dans lequel je stocke tous mes déchets ménagers. Mais très simplement, avec quelques actions, j'ai réussi à diviser par 10 la taille de ma poubelle. Notamment, l'action peut-être la plus impactante est de revaloriser ces déchets organiques en les partageant, par exemple, dans un compost de quartier ou si vous avez un jardin ou un balcon, en faisant votre propre compost. Et puis au-delà de ça, mon empreinte en eau, je me suis rendu compte que par ma consommation et grâce au fait qu'aujourd'hui, mon alimentation est à 100% végétarienne et surtout que je n'achète plus que des vêtements d'occasion, j'avais drastiquement réduit ma consommation d'eau. C'est assez incroyable à quel point on peut avoir un impact. J'étais scié. J'étais scié parce qu'en plus, tous ces comportements que je pensais, comme à chaque fois qu'on essaie de se mettre dans ces questions punitifs, restrictifs, compliqués, fatigants, qui allaient prendre du temps et qui allaient en plus coûter de l'argent, étaient en fait un cercle vertueux qu'on crée dans notre quotidien. J'ai remplacé l'avoir par l'être. Et finalement, ça m'a fait toucher du doigt la ressource que je gaspillais le plus dans ma vie, moi-même. C'est pour ça que j'utilise ce mot, j'utilise cette phrase, ce leitmotiv de « ça commence par moi ». Et si, en fait, préserver le vivant, ça commençait d'abord par se préserver soi-même. Et si préserver le vivant, c'était par se poser la question de pourquoi on est vraiment ici. Et de ne pas être content, comme mon frère, parce qu'il a acheté un nouvel aspirateur, mais se poser vraiment la question de qu'est-ce qui nous rend heureux. Tellement de personnes dans mon entourage me disent qu'ils font un travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et parce que c'est un peu compliqué. Et ils repoussent chaque fois l'année prochaine leur changement drastique de carrière. Tellement de personnes font des choses et finalement, quand on leur demande le lendemain si le fait d'avoir regardé 5 heures de série d'affilée, c'était vraiment bien, ils me disent « ouais, tu sais, j'ai un peu oublié. Et puis finalement, elle n'est pas si bien que ça. Et puis je vais peut-être arrêter. » 365 actions plus tard, je me suis rendu compte que enfin je me posais les questions de ce qui me rendait vraiment heureux, de comment aller au bout de mes talents, comment aller au bout de mes passions, comment passer du temps vraiment à ceux que j'aimais. Et que finalement, c'était peut-être ça ma trouvaille, que oui, on peut réduire notre empreinte sur le vivant,
mais aussi on peut le valoriser. Et le vivant, c'est forcément les écosystèmes, mais c'est aussi les autres êtres humains, et voilà, surtout nous-mêmes. C'est ce que je voulais vous dire, et merci de m'avoir écouté. Est-ce que je joue au jeu de la petite... Ouais. Je répondrai à votre question, mais la quantité d'eau, c'est des millions de litres d'eau, et c'est vrai que c'est un raccourci. Et donc, du coup, le respect du vivant, il est tout trouvé, puis c'est ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment ça. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, arrêtons de penser qu'en fait, il y a la nature et d'un autre côté, nous. Acceptons de refaire ce pas dans la nature, de nous remettre dans cette nature, parce que finalement, c'est vraiment en se redonnant cette importance ou en redonnant l'importance à la nature qu'on en vient à remodeler complètement notre manière de vivre au quotidien et à vivre ce changement comme une opportunité extraordinaire plutôt comme une contrainte. Je vous avoue, moi, 1 an plus tard, c'est quelque chose qui est complètement libérateur et je vous enjoins à me rejoindre dans cette démarche de Ça commence par moi. Merci. Merci beaucoup. C'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure pour les supermarchés qui avaient l'obligation de donner leurs déchets aux associations. Je voudrais savoir comment ça marche concrètement. Est-ce que le supermarché est obligé d'aller contacter une association et de le faire elle-même? Et si elle ne le fait pas, comment ça marche, quoi? Enfin... Merci. Donc en fait, ça va vraiment finir par tomber, ça. En fait, les supermarchés ont obligation donc d'avoir une convention avec des associations avec qui elles vont potentiellement donner leurs invendus. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que ça n'a pas complètement suffi, parce que derrière, il faut organiser toute la logistique, ce qui est assez compliqué. Et donc, heureusement, il y a deux entreprises qui se sont fondées, enfin, c'est des entreprises sociales, l'une qui s'appelle Phoenix et l'autre qui s'appelle Ecosphère, et qui se sont mis justement sur ce créneau-là d'organiser cette logistique-là. C'est-à-dire que ces entreprises, elles collectent l'information sur tous les invendus que les supermarchés ont, et ils ont une plateforme web pour les connecter aussi aux associations qui peuvent en avoir besoin. Alors ça facilite beaucoup les choses parce que les associations, souvent, elles fonctionnent avec des bénévoles qui ne peuvent pas forcément venir au bon moment, qui font tout par téléphone, c'est souvent un peu compliqué. Donc Phoenix et Ecosphère, eux, ont permis de fluidifier cette communication. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'origine, les deux pensaient pouvoir être une start-up purement numérique, faire une application et c'était bon. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont aussi dû devenir logisticiens, avoir des camions, des lieux de stockage et organiser eux-mêmes la logistique, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'économie circulaire, de vraiment pouvoir acheminer ces ressources pour qu'elles aillent au bon endroit et qu'elles puissent être valorisées. Bonsoir et merci pour vos interventions. Je suis très sensible à l'action des citoyens et ce qu'on peut faire chacun à notre échelle. Et pour moi, les entreprises ont un rôle d'autant plus crucial. Et ma question va être un petit peu générale, mais je questionne vraiment le rôle des entreprises dans l'économie circulaire et notamment comment réorienter le rôle des entreprises du curatif au préventif. Et je vais donner un exemple très concret sur l'utilisation du plastique notamment. Vous avez parlé du taux de matière recyclée et de la façon dont on essaie d'augmenter aujourd'hui ce taux de matière recyclée dans la production plastique. Mais on sait scientifiquement qu'on n'arrivera jamais à 100%, c'est impossible. Donc par définition, le plastique ne sera jamais circulaire. Or, aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises continuent d'utiliser du plastique et on est très loin du ralentissement ou de la diminution de l'utilisation du plastique. Pourquoi aujourd'hui les rôles ne prennent pas plus leurs responsabilités dans cette part qu'elles devraient jouer dans l'économie circulaire et comment réorienter ce rôle vers du vrai curatif qui serait d'arrêter l'utilisation du plastique? Alors, très bonne question. Vaste sujet. Il se tient en ce moment même, aujourd'hui et hier, un événement à Villepinte qui est un congrès de l'emballage plastique. Donc purement d'actualité. Et j'imagine qu'à ce congrès, on parle de comment développer les emballages plastiques. Les prévisions sont en croissance pour les années qui viennent sur le plastique qui va être mis sur le marché.
Donc vraiment, on n'est même pas en tendance de réduction. On va augmenter la production sur le marché. En fait, il faut qu'il y ait un mécanisme, il faut qu'il y ait une incitation financière pour les entreprises. Donc si les mécanismes se mettent en place pour dire, voilà, le plastique va coûter plus cher d'origine vierge par rapport au plastique recyclé, c'est déjà un premier levier. Après, il y a le levier de la déréglementation, donc taxes, réglementation, incitation financière. Donc là, l'État a un rôle à jouer pour aider en fait les acteurs économiques à trouver le beau modèle. Parce qu'une entreprise, c'est un acteur économique. Nous, on le voit très clairement chez Veolia, on recycle, mais derrière, on n'est pas compétitif aujourd'hui parce que ça coûte plus cher en fait de recycler que d'aller extraire du pétrole. Donc aujourd'hui, sur beaucoup de matériaux, on n'est pas compétitif, on n'arrive pas à trouver de débouchés. L'enjeu, il est là. Après, il y a des entreprises qui commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Il y a Danone qui va lancer sa première bouteille, non pas à partir de plastique recyclé, mais biosourcé. Donc là, c'est comment on intègre autre chose que du plastique à base de pétrole ou recyclé dans les bouteilles. Après, il y a d'autres enjeux derrière ça, sur le biosourcé, l'enjeu du vivant. Mais biosourcé, c'est à partir d'autres sources que le pétrole pour le plastique. Donc tout ce qui est organique, qui vient de la nature. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu pour les entreprises, c'est trouver la rentabilité pour remplacer ce matériau qui aujourd'hui n'est pas très cher. Aujourd'hui, il y a un avantage économique pour les émetteurs sur le marché, du plastique. Si on est passé du verre au plastique pour des bouteilles, on a gagné en sécurité par rapport au verre et on a gagné aussi en poids, en usage. Donc il y a énormément de choses qui font qu'on est passé du verre au plastique. Et c'est comment on arrive à mettre en place les mécanismes pour que les entreprises fassent cette bascule, fassent ce changement. Sans les taxes, sans les réglementations, sans les incentives financières, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que des taxes, il faut aussi qu'il y ait des incentives, c'est ça qui va permettre de transformer le modèle économique et pour créer la demande. Et concrètement, justement, sur ces incentives que peuvent avoir les entreprises, où en est-on et quels sont concrètement les incentives qui sont mis en place aujourd'hui ? Tu as un élément là-dessus ? Pour les entreprises. Je ne sais pas forcément parce qu'en fait, nous, on n'est pas une entreprise qui crée des produits. Nous, justement, on est plutôt à la fin de la chaîne de valeur. Donc, je ne sais pas quelles sont aujourd'hui les incitations de la part du gouvernement. C'est vrai qu'au niveau du plastique, c'est vraiment une thématique assez complexe. Il y a un plan pour les plastiques en préparation au niveau européen et au niveau français comme européen. Donc il y a une réflexion sur l'interdiction, comme je le disais, de certains objets en plastique. Après, il peut y avoir un encouragement aussi à remplacer le plastique par des matériaux qui sont plus durables. Alors là, on va rentrer dans des détails un peu techniques, mais dans le principe de la responsabilité élargie du producteur, normalement, il y a quelque chose qui est l'éco-modulation. Alors, ce n'est pas exactement une taxe, mais on va dire que c'est une contribution financière qui est censée dépendre aussi si les produits sont facilement recyclables, si les produits sont faits à partir de matériaux qui sont plus durables, etc. Donc, c'est un autre axe sur lequel on peut jouer, et ça, c'est en négociation aussi en ce moment. Est-ce qu'on peut faire varier davantage ces écomodulations pour que ce soit vraiment plus avantageux d'avoir des produits soit biosourcés ou recyclables, etc. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais faire un feedback à Julien Vidal parce que du coup, ça a été une grande source d'inspiration, en tout cas, de lire votre livre et de découvrir votre blog. C'est un vrai tremplin en fait pour démarrer à son échelle et tout simplement devenir de plus en plus curieux sur le monde qui nous entoure et l'impact qu'on peut avoir.
En revanche, je voulais du coup poser une question à vous, madame, concernant du coup ces micro-actions qu'on peut mettre en œuvre au quotidien. Et donc, je pense par exemple à une chose, ça se passe dans la salle de bain, c'est au niveau des toilettes. Donc, on met la bouteille d'1,50 litre dans notre chasse d'eau pour éviter qu'il y ait 6 litres qui s'échappent de notre chasse d'eau. Et en fait, je me posais la question juste du pourquoi c'est de l'eau potable qui part de notre chasse d'eau, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que parfois, il y a cette frustration du coup, qui s'installe dans la prise d'action, où on essaie de faire au mieux, mais tout simplement parce que le cadre n'est pas optimal. Et donc, je pense notamment aux poubelles, où on se rend compte que 43% de nos déchets, alors là, je sors des chiffres complètement de votre livre, hein, donc vous êtes la source majoritaire, mais 43% des déchets dans les poubelles sont biodégradables, en tout cas peuvent créer du compost. Mais pourquoi justement on n'a pas plus de zones dans les villes qui nous permettent de déposer tout simplement notre compost au pied de notre immeuble ou dans nos quartiers, au lieu d'acheter un lombricomposteur ou autre chose. Enfin, en fait, c'est juste, est-ce que parfois le macro ne doit pas s'inspirer du micro dans juste l'application de petites actions qui sont très efficaces et qui ne demandent pas beaucoup d'investissement finalement? Alors, bon, moi, je vais donner quelques éléments de réponse sur le fait, par exemple, pourquoi c'est de l'eau potable dans notre chasse d'eau. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'équilibre, en fait. Pendant des années, on a construit des lois qui étaient pour nous protéger d'un point de vue santé et pour protéger l'environnement de menaces immédiates. On ne réfléchissait pas trop sur le long terme, on se disait immédiatement eau potable dans les toilettes, parce que contact potentiel avec la peau, parce que menace de contamination, etc., etc. Donc, sécurité maximale, eau potable. C'est ce genre de choses. Pour les déchets, pendant longtemps aussi, toutes les réglementations ont été mises en œuvre pour ça. Les déchets, ce qui a le moins de risque aussi, le moins de risque de contamination, le moins de risque de ce que l'on veut, à la limite, ce serait de tout brûler. En termes de contamination, là, on est sûr qu'il n'y aura pas de microbes qui se baladent, etc. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout durable. Il faut repenser tout ce modèle complètement différemment, en pensant non seulement aux risques actuels et immédiats, en se disant ces risques, il faut les maîtriser, mais voilà, apprendre à les maîtriser en faisant autrement. Mais ça implique tout un changement et de changer des réglementations qui, pendant des dizaines d'années, sont allées dans ce sens-là. Et pour les biodéchets, alors, on est un petit peu en retard en France par rapport au reste de l'Europe, mais en tout cas, la loi prévoit que d'ici 2024, tous les citoyens, enfin les collectivités doivent mettre en œuvre pour tous les citoyens des solutions de tri à la source, que ce soit des points de compostage, que ce soit un tri à la source chez vous, d'avoir une poubelle biodéchets en plus, ou que ce soit des solutions de type lombricomposteur, etc. Donc on devrait avancer au moins sur ce sujet. Effectivement, c'est l'héritage du passé, hein, c'est une hérésie totale de l'eau de nos toilettes, l'eau de notre douche, c'est de l'eau potable. Tout ça, c'est des enjeux effectivement macro d'urbanisme. Donc, c'est des enjeux au cœur pour les collectivités. En fait, au final, il y a assez peu de nouvelles villes qui se créent, mais c'est dans la création de nouvelles villes, des écoquartiers, qu'on a cette opportunité de repartir de zéro, vraiment sur une nouvelle conception des villes. Mais au final, il y en a assez peu dans le monde qui se créent de toutes pièces. Donc l'existant, il est là, c'est comment on optimise l'existant. Et puis sur le compostage, on a la chance quand même d'habiter à Paris. La mairie de Paris a un vrai plan économie circulaire et propose des composteurs individuels, développe les composteurs collectifs. Après, j'en reviens encore à l'enjeu économique parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les acteurs. Les collectivités voient leur budget réduit et notamment, en fait, derrière, ça veut dire des coûts. Donc en fait, c'est combien la collectivité est prête à investir, parce qu'autant de composteurs collectifs, ça veut dire derrière de l'entretien. C'est la même chose pour les poubelles. Parfois, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de passages de poubelles ou plus de points de collecte. Voilà, c'est comment trouver le bon mécanisme. Après, il y a des initiatives qui arrivent, comme par exemple
le paiement au poids des déchets, la redevance incitative. Donc il y a beaucoup de collectivités en France qui ont mis ça en place, où le principe c'est on paye au poids de sa poubelle. Donc ça incite en fait à ce que les citoyens génèrent moins de déchets, à la fois trient et à la fois génèrent moins de déchets. Parce qu'aujourd'hui, on paye notre taxe des ordures ménagères, c'est la même pour tout le monde. Enfin, c'est pas en fonction en tout cas de la manière dont on trie les déchets. Je partage ta frustration. C'est très frustrant et j'ai pas eu beaucoup de bons retours sur cette incitation des citoyens à moins produire de déchets. J'ai entendu beaucoup d'histoires, alors j'aimerais bien vérifier jusqu'à quel point c'était une fake news, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de déchets qui étaient mis dans la poubelle du voisin ou de déchets qui étaient mis aussi et du coup dans la forêt, dans tous les lieux naturels pour justement avoir payé le moins possible. Ça montre aussi que taper, finalement, c'est pas encourager les citoyens à adopter des actions qui soient vertueuses, surtout sur le long terme, avec une question d'éducation qui est aujourd'hui particulièrement sur le sujet, dans les actualités, mais comment on montre qu'il y a on est tous sur le même bateau et comment on arrive à rentrer. Mais alors là, je vais citer quelqu'un qui est un éminent philosophe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dominique Bourg et qui dit qu'on devrait être dans une écologie de guerre. On devrait être dans une écologie qui nous ferait passer à l'action de manière beaucoup plus drastique. Tu veux peut-être nous en dire quelque chose, un mot là-dessus, Dominique, réagir sur cette urgence, sur le côté circulaire qui devrait nous amener vers une urgence bien plus prégnante. Je crois que c'est un peu quand même la leçon de l'ensemble. C'est-à-dire que, en fait, c'est très difficile de ne compter que sur un niveau. Et moi, je serais moins pessimiste que toi sur la question des taxes. Il y a des retours au Canada, en Suisse, il y a ça. Alors, il y a ce que tu dis, il y a des gens qui vont effectivement verser leurs ordures, et parfois des ordures métalliques ou en plastique dans la forêt, etc. Ça existe, mais ça reste quand même, somme toute, assez marginal. En fait, si on veut vraiment changer les choses, c'est très difficile de faire peser l'effort que sur un seul niveau. Mais attention, quand on a dit ça, ça veut bien dire qu'il faut le faire peser sur tous les niveaux. C'est pas la même chose. Hein, mais de le faire avec le respect de ce que chacun peut faire. Et puis en tout cas, d'une façon graduelle. Si tu demandes à quelqu'un de sauter 2 mètres d'un coup, ça va être difficile. Si tu commences par 10 cm, 20 cm, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Ça marche, mais à condition que ce soit toujours expliqué et qu'on comprenne et qu'il n'y ait pas d'incohérence majeure qui fasse qu'on va le refuser. Hein, c'est ce qui se passe là aujourd'hui pour les taxes, c'est qu'effectivement, alors d'une part, il y a des gens qui n'ont absolument pas de quoi les payer, mais en plus, elles sont incohérentes. On ne sait pas où va la recette, on ne taxe pas le kérosène, etc. Donc les gens ne comprennent pas. En fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on comprenne et qu'il y ait une certaine forme d'équité dans l'application. Et puis si ça, on le fait à tous les niveaux, on avance tous ensemble et c'est pas si mal. Une question plus pour Julien. Parmi les chiffres que tu nous as montrés sur les objectifs qu'on devrait atteindre pour ne consommer qu'une planète à l'échelle mondiale, il y en a un qui m'a interpellée, c'est le 50 kg de déchets, qui me paraît extrêmement bas. Et du coup, je voulais savoir quels étaient tes conseils, ou enfin les façons dont on pourrait, les choses qu'on pourrait mettre en place pour se rapprocher de 50 kg, qui me paraît très très bas. Ça peut paraître très très bas, mais en fait, c'est surtout qu'on produit énormément de déchets. En fait, on en produit énormément. Et regardez, le premier exercice que je vous partagerai, si vous acceptez de relever le défi, c'est pendant une semaine, chaque jour, portez avec vous les déchets que vous allez produire dans la journée, particulièrement si vous le faites à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'entends par déchets ? Mais vous allez vous balader et tiens, vous allez avoir une serviette avec le croissant que vous allez acheter à la boulangerie. Puis ensuite, vous allez avoir 1 gobelet, 2 gobelets, 3 gobelets, 4 gobelets à la machine à café. Et puis ensuite, vous allez sortir peut-être en ville pour aller acheter un sandwich avec un sac en plastique. Et puis vous allez peut-être acheter une bouteille d'eau. Prenez un sac et gardez tous ces déchets et faites l'effort de jeter ces déchets
le soir en rentrant chez vous. Vous allez voir à quel point on accumule dans son quotidien, par toute une série de gestes, une quantité incroyable de déchets. Incroyable. Ça serait vraiment la réalisation, la concrétisation sur votre dos et devant vos yeux le soir en jetant de tout ce qui finalement nous file entre les doigts, parfois sans s'en rendre compte. Ce serait le premier. Et après, effectivement, si on n'a pas la capacité à avoir un compost de quartier chez soi, on peut de plus en plus, et même maintenant certaines grandes surfaces s'y mettent, avoir du vrac. Si on n'a pas du vrac, on peut acheter en très grande quantité. Et puis forcément, c'est vivre moins mais mieux. C'est indubitable. C'est vivre moins mais mieux. Donc c'est apprendre aussi à moins consommer, à se servir de ce dont on a, à réparer. Imaginez, je parlais de tout à l'heure de mon frère, mais la dernière fois, vous avez peut-être vu cette vidéo sur Brut, j'ai un four dans les bras, je l'amène au Repair Café ici, on allait le jeter. C'était un câble à reconnecter. Et ça, c'est 20 kilos. Il y a énormément de choses qu'on peut réparer. Il y a des Repair Café, mais il y a des associations aussi. Aujourd'hui, on a tout un tas de tutoriels qui sont sur Internet, sur une chaîne comme iFixit ou sur SAV, qui sont tout un tas de vidéos gratuites en accès libre qui peuvent nous aider à réparer nos objets. Et la dernière chose, c'est la prochaine fois que vous cassez quelque chose, essayez de vivre sans. Moi, par exemple, on a cassé une bouilloire. Et ben, je me suis dit, ma copine, tout de suite, elle me dit, bah, demain, on va racheter une bouilloire. Et après, je me suis dit, mais pourquoi on rachèterait une bouilloire? Essayons de vivre sans cette bouilloire pendant un mois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien chauffer l'eau, soit dans un micro-ondes quand on se fait un thé, soit à la casserole, tout simplement, en fait. C'est tout bête. C'est bête ce que je dis. Hein. Mais ça, moi, m'a bêtement permis de diviser par 10 la taille de ma poubelle. Ça paraît tellement bête qu'en fait, ça marche. Et souvent, c'est comme ça. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et juste, on a parlé tout à l'heure du facteur 4, à diviser pour arriver à une planète équivalente. Ça, c'est d'un point de vue gaz à effet de serre. Mais en fait, d'un point de vue ressources, le facteur, il est de 10. Il faut diviser par un facteur 10 pour arriver à une planète équivalente, parce qu'il n'y a pas que le critère gaz à effet de serre, CO2. Si on prend l'ensemble des critères environnementaux, c'est un facteur 10. Et effectivement, la mairie de Paris, dans son plan économie circulaire, a commencé l'ouverture de magasins en vrac dans Paris. Donc ça commence à prendre l'arrivée du vrac. La première chose, c'est le premier R dans la hiérarchie des déchets, c'est refuser. Réduire, refuser. Refuser les emballages. Le plus simple, c'est j'ai besoin de shampoing pour mes cheveux. Est-ce que j'ai besoin du packaging dans le shampoing? Ou est-ce qu'un shampoing solide, c'est pas tout aussi agréable? Et il y a une rue, la rue du zéro déchet, qui vient d'ouvrir à Paris. C'est rue du Paradis, c'est pas très loin d'ici, vers les grands boulevards. Donc je vous invite à aller jeter un œil aussi. Du coup, on a le temps pour une dernière question avant de conclure. Oui, j'ai vu un reportage justement sur le plastique, pour revenir un petit peu, et c'est vrai il montrait dans l'océan, enfin je sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était des dizaines de kilomètres carrés, enfin c'était impressionnant. Et dans les pays où ils avaient intervenu, ils disaient qu'en principe c'était recyclable, par exemple pour les bouteilles, mais que dans la pratique ça ne l'était pas forcément. Et donc je voulais savoir, nous en ce qui concerne la France, les plastiques, je veux dire, enfin ce qui n'est pas recyclable, le plastique qui n'est pas recyclable, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est brûlé ou est-ce qu'il est reversé dans la nature, quoi? Donc je voulais juste savoir ça, quoi. Et qu'est-ce qui devient ce plastique qui n'est pas recyclable? Voilà. En fait, ça dépend des territoires, parce que chaque territoire fonctionne différemment. Mais globalement, le plastique qui n'est pas recyclable ou recyclé part en incinération. Ça a un fort pouvoir calorifique, donc en fait, il y a beaucoup d'énergie qui peut être créée à partir de ces plastiques. Nous, on a nos équipes de recherche qui ont travaillé à la caractérisation des plastiques qu'on trouve en mer, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire de ces plastiques-là qui se retrouvent en mer. Il y a tous ces projets de bateaux dans les océans pour aller les collecter. C'est pas évident parce que c'est 80% de plastique dans les déchets qu'on trouve en mer. Mais en fait, ces déchets sont tellement dégradés qu'on peut difficilement les valoriser, malheureusement. Donc vraiment, l'enjeu,
il n'est pas tant sur la collecte, qui est vraiment la face émergée de l'iceberg, mais il est d'abord de réduire, de fermer le robinet, de fermer en fait tous ces déchets qui se retrouvent dans l'océan. Et comment on fait ça? C'est en mettant en place de la collecte dans les pays en développement notamment, qui n'ont pas de système de collecte. Tout se retrouve dans la rivière qui finit dans l'océan. Et c'est par des systèmes d'assainissement. Dans les pays en développement, 70% qui n'ont pas de système d'assainissement. Donc c'est ces infrastructures qu'il faut développer dans ces pays-là, parce que l'enjeu, il n'est pas tant sur la France que sur les... Alors... Pour nous déjà en France, oui. En France déjà pour nous, en France, on n'est pas très bon sur le recyclage du plastique. Comment ça se passe par rapport aux autres pays Non, je parle du plastique qui n'est pas recyclable. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est brûlé? Est-ce qu'il est mis il part en incinération et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui vont en enfouissement. Ah d'accord. Donc il y a les deux. C'est pourquoi la réglementation évolue et l'État a fixé l'objectif extrêmement ambitieux de 100% de plastique recyclé. Mais en tout cas, ça donne la vision, ça donne l'intention pour derrière que les collectivités, les entreprises aillent vers cette direction. La question que je me pose, c'est quand je jette un plastique, est-ce qu'il va se retrouver dans un océan quelques mois ou quelques années plus tard? Est-ce que je vais participer à tuer une baleine à cause de ça? Enfin, voilà, si vous le jetez dans votre poubelle jaune, il va être recyclé. Non, un plastique qui n'est pas recyclable, on ne peut pas le mettre dans la poubelle jaune. Ah, ben dans ce cas-là, c'est la poubelle tout venant et ça part à l'incinérateur. Donc, en principe, en France, c'est brûlé, donc ça ne va pas polluer les océans, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah oui. Ça ne va pas polluer la nature, quoi. Enfin... Bien sûr. Sauf pour tous les plastiques qu'on retrouve dans la voie publique qui se... Oui, voilà. oui, d'accord. Ok. Donc, mais c'est quand même enfoui, ça dépend des... tu disais c'est enfoui aussi éventuellement, quoi. Il y a encore de l'enfouissement. D'accord. Et c'est quoi le mieux entre les deux? C'est pas, entre les deux... alors, la hiérarchie traitement des déchets, c'est d'abord les opérations de réemploi, de réparation, puisque là, vraiment, la valeur est conservée. Si on prend, par exemple, un ordinateur portable qu'on achète neuf, je ne sais pas, ça vaut peut-être 500 €. Une fois qu'il est devenu déchet, après quelques années d'utilisation, il vaut plus que 100 € la tonne de déchets. Donc, la valeur est considérable. De 500 €, pour un bien neuf, on passe à 100 € la tonne. On gaspille l'argent, alors que si on le répare, on peut peut-être prolonger sa durée de vie de 2 ans, si on arrive à changer la batterie, si elle n'est pas soudée, comme certains téléphones. Ou alors, on peut le revendre peut-être 150 €. Donc là, la valeur est conservée. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Je suis désolée, là, c'est vrai qu'il est 20h, on va devoir conclure. Et pour ça, déjà, je voulais remercier et j'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous nos intervenants qui nous ont fait des très belles présentations. Et je vais passer la parole à Dominique Bourg, qui est quand même notre parrain et qui va pouvoir donner le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est beaucoup dire. Je pense que la conclusion, vous pourriez tous la faire. Vous avez compris, l'économie circulaire, c'est un empilement de plein d'actions à plein de niveaux. Ça va du frère de Julien, s'il écoute son grand frère, en passant par l'intelligence artificielle, par des lois, par des initiatives d'entreprises, etc. Et en fait, tout ça doit s'empiler. Il ne faut pas opposer les niveaux les uns aux autres, mais il faut que la finalité soit la même. Réduire justement ces courbes que je vous ai présentées au début. Bon, et bonne soirée, et recyclez bien, et réduisez vos déchets. Donc juste un dernier mot très rapide pour vous remercier, vous, pour votre présence et surtout pour vos questions. Un très grand merci à nos intervenants. On a vu que c'était complémentaire, on a vu que c'était complexe, on a vu que c'était vraiment ensemble qu'on allait réussir à changer ce contexte. Vous dire que la conférence a été filmée, vous avez l'intégralité que vous porterez en ligne sur le site de la Fondation Veolia. On aura aussi un petit film de synthèse. On a l'équipe du Living Circular ici. Je remercie Charlotte Chenevrier. Donc, le Living, c'est un site communautaire sur l'économie circulaire. Vous retrouvez pas mal d'articles, de portraits, de schémas pour poursuivre l'étude de ce sujet passionnant. Et surtout, je vous donne rendez-vous l'année prochaine puisqu'on continue ces conférences. On a une programmation à la recyclerie en 2019 qui va s'appeler, je vous le dis en avant-première parce qu'elle n'est pas encore lancée,
4 étapes pour changer d'air, repenser, réduire, réparer, recycler. Donc vous voyez, encore un vaste programme et on vous invite nombreux à nous suivre l'an prochain. Merci. Au revoir.